Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'assassinat du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, qui tombe sous les balles d'un tireur alors qu'il prend part à un cortège motorisé dans les rues de Dallas. Moins d'une heure après le constat du décès, le vice-président Johnson est assermenté à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat? Venez avec moi. Dès sa naissance, le 29 mai 1917, dans le Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy semble destiné à devenir un homme politique d'influence, voire bien plus. Les Kennedy et les Fitzgerald sont vite distingués dans leur patrie d'adoption par un sens aigu des affaires. L'engagement politique est allé de pair avec cette intégration au milieu du business de la Nouvelle-Angleterre. Joseph Kennedy, dont les activités économiques allèrent du cinéma à la banque en passant par les constructions navales, a hérité de son père une influence certaine auprès de la communauté irlandaise de Boston et s'engage lui aussi dans les rangs du Parti démocrate. Malgré des convictions et des pratiques toutes libérales sur le plan économique, il jouera un rôle significatif dans l'élection de Franklin Delano Roosevelt. Il sera d'ailleurs l'artisan de plusieurs de ses réformes financières et bancaires, et envisagea même un temps de se présenter au poste de président. Au printemps 1941, durant la Deuxième Guerre mondiale, John Fitzgerald Kennedy veut s'enrôler dans l'armée américaine, mais est déclaré inapte en raison de ses problèmes de santé. Il est finalement accepté grâce à l'intervention de son père. D'abord mobilisé à l'arrière, il obtient de servir sur plusieurs navires de la flotte américaine du Pacifique et devient commandant d'un patrouilleur avec le grade de lieutenant. Durant les guerres du Pacifique, le 2 août 1943, à 2 heures du matin, son patrouilleur, le PT-109, est coupé en deux par le destroyer japonais Amagiri, au large des îles Salomon. Après la Deuxième Guerre mondiale, John Fitzgerald Kennedy commence donc une carrière politique en se faisant élire en 1946 à la Chambre des représentants dans une circonscription à majorité démocrate. Il est réélu deux fois en 1948 et 1950, largement malgré ses positions qui ne sont pas toujours en accord avec celles du président Harry Truman ou du Parti démocrate. En 1952, il est candidat au siège de sénateur avec le slogan Kennedy en fera plus pour le Massachusetts. Avec l'appui de son père et de tout le clan familial, il réussit à battre son concurrent républicain, le sénateur sortant Henry Cabot Lodge Jr., en obtenant 51,5% des voix. Cependant, il ne s'oppose pas au sénateur Joseph McCarthy, un ami de la famille, qui mène une campagne agressive dans le but d'extirper les prétendus espions communistes au sein du gouvernement. Il profite d'un séjour à l'hôpital pour ne pas voter la motion de censure contre McCarthy en 1954, ce qui lui sera longtemps reproché par l'aile gauche du Parti démocrate. En 1956, il échoue à obtenir l'investiture démocrate pour la vice-présidence. Dès la réélection de Dwight Eisenhower pour son second et dernier mandat, John Fitzgerald Kennedy sait qu'il a de grandes chances de devenir le candidat du Parti démocrate au présidentiel de 1960. Si l'Amérique de la fin des années 60 est relativement prospère et le leader incontesté du bloc occidental, l'économie manque de dynamisme, voire plonge dans la récession en 1960. Et les campagnes sont durement touchées par la mécanisation à outrance des moyens de production. L'industrie charbonnière s'effondre, avec le recours croissant au pétrole et au gaz. Et des poches de pauvreté se constituent dans le nord-est du pays. Les États-Unis doivent de plus en plus faire face à la concurrence aiguë d'économies étrangères très dynamiques, du Japon à l'Europe économique qui se construit. Comme beaucoup d'opposants à Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy dénonce la perte de prestige des États-Unis face aux Soviétiques. L'Union soviétique a été la première à mettre un satellite en orbite et renforce son influence sur les 5 continents, de Cuba à Laos. Début août, les sondages donnent une légère avance à Nixon, mais Nixon a joué de malchance d'abord avec une blessure au genou infectée qui l'a conduit à interrompre la campagne pendant 15 jours. Puis à la suite d'une maladresse du président Dwight Eisenhower, mettant à porte-à-faux son vice-président. Parallèlement, Kennedy bénéficie d'un staff de combat parfaitement organisé. En 1960, la CIA diffuse auprès de quelques journalistes des documents confidentiels démontrant que l'URSS était en passe de remporter la course aux armements.
Immédiatement, les grands médias commencent à faire pression sur les candidats à la présidence et à réclamer une substantielle augmentation des crédits de la défense. John Fitzgerald Kennedy promet de consacrer des milliards de dollars à la relance du programme de construction de missiles balistiques de croisière, ce que souhaite la CIA et le complexe militaro-industriel. La campagne à l'élection présidentielle américaine de 1960 est une toute nouvelle forme de communication politique qui joue la carte de la modernité, combinant l'utilisation de la radio, de la publicité, des sondages et de la télévision. La campagne est caractérisée par le premier débat télévisé de l'histoire à une élection présidentielle. Elle oppose en 4 duels les deux candidats, John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon. John Fitzgerald Kennedy l'a emporté avec une faible avance de 0,17% des voix sur son adversaire, alors que ces derniers remportaient la majorité des États, 26 contre 23 à Kennedy. C'est la première fois qu'un candidat perd l'élection générale tout en ayant remporté la majorité des États. Nixon avait pour lui l'expérience acquise par 8 années de mandat à la vice-présidence face à la jeunesse et à l'inexpérience de Kennedy. Celui-ci avait également le handicap d'appartenir à la minorité catholique dans un pays fortement antipapiste. Il a toutefois su mener une campagne bien organisée et bien financée. Il a efficacement misé pour tenir les États du Sud et s'est montré plus efficace dans les débats télévisés. Le président Kennedy choisit de visiter Dallas le 22 novembre 1963 dans le cadre d'une tournée électorale de 2 jours au Texas. État du Sud, qui lui résiste? Le motif de cette tournée est la levée des fonds pour la campagne présidentielle démocrate et la préparation de sa réélection lors du scrutin de 1964. Le 21 novembre à 10h45, le président, accompagné de son épouse Jacqueline, en dépit de son état dépressif consécutif de la mort de leur fils Patrick le 9 août 1963, John Fitzgerald Kennedy, ayant réclamé la présence de son épouse dont la popularité doit l'aider à rallier cet état important, quitte la Maison-Blanche, aborde un hélicoptère pour se rendre à la base aérienne Andrews Air Force Base, d'où ils embarquent dans l'avion présidentiel Air Force One, qui les emmène à San Antonio. Le président défile dans la ville, puis se rend dans le comté de Brooke pour inaugurer une base américaine de médecine aéronautique. Enfin, il prononce un discours au Rice Stadium de Houston, le couple passant la nuit à l'hôtel Texas. Dès sa sortie de cet hôtel de Fort Worth le matin du 22 novembre, Kennedy prend un bain de foule, puis s'embarque sur Air Force One à destination de Dallas. Le cortège présidentiel de Dallas, parti à 11h55 de l'aérodrome, doit traverser la ville et amener le président au Dallas Market Center pour un déjeuner. La voiture est une Lincoln Continental décapotable de 1961. Dans la voiture du président, outre lui et son épouse Jacqueline Kennedy dans son tailleur rose poudré, ont pris place le gouverneur du Texas John Connally et son épouse, ainsi que 2 agents du service secret. La ville de Dallas est considérée comme une destination relativement risquée car peu acquise aux idées de Kennedy. Elle est l'une des plus grandes villes du Texas, un État où la ségrégation raciale était appréciée jusqu'à ce que Kennedy y mette fin en 1962. Le Texas fait partie des États confédérés ayant combattu lors de la guerre de sécession pour le maintien de l'esclavage. C'est pourquoi le voyage du président Kennedy est important et symbolique. Il s'agit de montrer, après les émeutes, qu'il reste le président aussi bien du Nord que du Sud. Kennedy sait le voyage risqué et se demande plusieurs fois s'il faut vraiment le faire. Son épouse Jackie l'en persuade. Le Texas est certes un État sudiste, hostile au Kennedy, mais passe pour moins réactionnaire que les États du Sud situés à l'est du Mississippi, l'Alabama par exemple. Et l'un de ces 2 sénateurs n'est autre que le vice-président Lyndon B. Johnson. Ainsi, Kennedy, malgré quelques doutes, peut être rassuré. C'est pourtant une ville amicale que le cortège présidentiel traverse, acclamé par une foule enthousiaste avec très peu de manifestations hostiles. Le président John Fitzgerald Kennedy, alors en campagne, avait réclamé que sa voiture circule lentement et soit décapotée, faisant même arrêter le convoi à 2 reprises pour serrer des mains. Vers la fin du trajet, le cortège et la voiture du président Kennedy quittent Main Street et tournent à droite sur Houston Street. Après quelques dizaines de mètres, le véhicule présidentiel négocie un virage serré à gauche sur Elm Street, contournant ainsi Dale Plaza. À ce moment, Neil Connolly, soulagé comme tous les occupants par l'accueil, fait remarquer au président qu'il ne pourra pas dire que Dallas ne l'aime pas.
La voiture, qui a fortement décéléré environ 15 km/h, passe devant le dépôt de livres scolaires. Il est 12h30. Dans une des voitures de sécurité, un agent du service secret annonce dans un micro que le président arrivera au Trademark quelques minutes plus tard. Selon la version officielle de la commission Warren, 3 coups de feu sont alors tirés, le deuxième ou le troisième correspondant à une balle qui heurte le bord du trottoir et dont l'éclat de l'impact blesse un spectateur. Un coup de feu retentit, qui évoque pour beaucoup raté d'un moteur ou l'explosion d'un pétard. Même les agents du service secret restent tout d'abord inertes. Le président est touché. Beaucoup le voient se tasser légèrement sur son siège et portent la main à la gorge. Selon la version officielle, une balle l'a frappé dans le haut du dos et est ressortie par la gorge. Le gouverneur Colony, assis juste devant le président, est également touché. Une balle l'atteint dans le dos, à droite de la clavicule droite, traverse le poumon et fracture une côte en ressortant, transperce son poignet droit. Le radius est fracturé, puis termine sa course en pénétrant superficiellement sa cuisse gauche. Une fois touché, le gouverneur Colony s'éclame: « Oh non, 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 mon Dieu, ils vont nous tuer !» Il ne s'est passé que quelques secondes et les agents commencent à réagir. L'agent qui conduit la voiture n'accélère cependant pas immédiatement. Au contraire, il se retourne, lâche sans doute l'accélérateur, ce qui a pour conséquence de ralentir la voiture. Certains pensent même que le chauffeur a freiné. Blessé grièvement à la poitrine, le gouverneur Connelly s'écroule dans les bras de son épouse. Quelques instants après, une deuxième balle atteint le président à la tête, détruisant une bonne partie du cerveau. Les dégâts provoqués sont tels que du sang, des fragments d'os et de la matière cérébrale sont projetés jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Des morceaux d'os seront retrouvés par des passants. Connelly et son épouse, tassés sur le siège avant, sont aspergés de sang et de particules. Clinton Hill, garde du corps de Jacqueline Kennedy, qui se trouve sur le marchepied gauche de la voiture suiveuse, se précipite vers la limousine présidentielle. Non sans mal, il réussit à monter sur le capot arrière. Jacqueline Kennedy quitte la banquette et rampe à 4 pattes sur le coffre arrière de la voiture. Dans un premier temps, elle déclare ne pas se souvenir de cet épisode, mais son garde du corps témoigne par la suite qu'elle est montée sur la plage arrière à la recherche de quelque chose, peut-être dans l'espoir insensé de ramasser les morceaux de cervelle de son mari. À l'hôpital, Kennedy est emmené sur une civière dans la salle des urgences numéro 1, qui tente désespérément de le sauver, mais se rend compte rapidement de l'inutilité des efforts qui durent tout de même 20 minutes. À 12h48, l'attentat est officiellement confirmé. À 1h de l'après-midi, les médecins prononcent la mort de John Fitzgerald Kennedy. Les policiers bouclent tous les accès. Très curieusement, ils laissent sortir un employé qui était au rez-de-chaussée. C'est Lee Harvey Oswald. Il sera le seul à pouvoir quitter le bâtiment alors que 15 autres employés sont retenus pour être entendus par la police. On ne peut donc s'empêcher de penser qu'on a sciemment permis à Oswald de sortir. Des policiers découvrent au 5e étage, conformément au témoignage, près d'une fenêtre à demi ouverte, une carabine à lunettes et 3 douilles. C'est l'arme du crime, cela paraît évident, et on questionne le personnel. Les policiers semblent découvrir que l'un d'eux a disparu. On communique son nom et son signalement à toutes les voitures de police de la ville. Vers 1h15 de l'après-midi, dans un autre quartier de Dallas, selon la version officielle, un certain Tippit, agent de police, voit sur le trottoir un homme dont le signalement correspond à Lee Harvey Oswald. L'agent Tippit agit seul et parle avec l'homme qui est effectivement Oswald. Soudain, des coups de revolver. Tippit s'effondre, mortellement touché, tandis qu'Oswald s'enfuit. Des témoins le verront entrer dans un cinéma, c'est là qu'on l'arrêtera après une courte bagarre. Ce scénario prévoyait la mort de Lee Harvey Oswald aussitôt après l'attentat qui avait coûté la vie au président John Fitzgerald Kennedy. Oswald était le bouc émissaire idéal pour les gens qui avaient conçu toute l'opération et qui devaient apparaître comme le seul coupable. Tout avait été préparé en ce sens et prestement assassiné. On était sûr qu'il ne pourrait pas parler, mais il y a eu cette bévue. Suite à ce ratage, l'agent Tippit, un certain Ruby, lié sans doute à la mafia, viendra tuer Lee Harvey Oswald 2 jours plus tard dans les locaux même de la police. Lee Harvey Oswald a 24 ans. Pendant ses 3 années au pouvoir, John Fitzgerald Kennedy s'était attiré les foudres aussi bien des communistes, à commencer par Fidel Castro, que des responsables de la CIA, ainsi qu'une partie des ultra-conservateurs. Mais la mafia aussi pouvait en vouloir à John Fitzgerald Kennedy, le frère de John, Robert Kennedy, et alors ministre de la Justice. Il fait de la lutte contre la mafia l'une de ses priorités.
Il est d'ailleurs à son tour assassiné en 1968 lors d'une élection présidentielle. Ces multiples raisons possibles à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy font subsister les thèses du complot. Lee Harvey Oswald a-t-il agi seul? Ou bien a-t-il été envoyé par l'un des nombreux ennemis du président des États-Unis? Personne ne peut répondre à cette question avec certitude. Comme on l'a vu, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, a lieu le 22 octobre 1963 à Dallas, au Texas, à midi et demi. Après le cortège qui a traversé à vitesse réduite le centre-ville et alors que la voiture présidentielle décapotée, Kennedy fut mortellement blessé par les tirs d'armes à feu. Lee Harvey Oswald sera inculpé, mais le mystère demeure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.